comme d'habitude, bonjour tout le monde. J'étais en train d'inspecter ce magnifique dolmen qu'on appelle la cave aux fées. On va commencer à faire le tour de ce monument. Je vais vous présenter tout ça et puis j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, aujourd'hui, il fait très beau. Je pense que je vais revenir encore une fois avec de très bonnes couleurs. Nous voilà donc de retour en Haute-Savoie, les amis. Dans la dernière vidéo, on avait découvert la pierre aux fées et aujourd'hui on se rend à 10 km de là, sur la commune de Saint-Cergue, pour visiter le seul autre dolmen de la région, cette fameuse cave aux fées. Allez les amis, on va commencer la visite, mais on n'est pas trop au calme ici. J'espère que vous entendrez quelque chose. Je vais vous montrer. On est carrément en fait le long de l'autoroute. Je pensais pas que c'était comme ça, mais bon, voilà. C'est en fait la départementale 1206. Alors je vous avoue qu'il y avait tellement de bruit que je m'entendais à peine parler et c'est pour ça que je crie un peu parfois. C'est dommage car en dehors de ça, le site est plutôt sympathique et bien entretenu. Mais il faut dire qu'on est très proche de la frontière suisse et la région est plutôt bien développée. On voit que la dalle de couverture a certainement été cassée en deux. On voit une belle fracture. Je pense qu'il en manque une partie. C'est comme toujours un dolmen qui a été en partie rénové. On voit que la chambre est assez profonde. Est-ce que c'était comme ça d'origine? Sûrement, certainement qu'elle était un petit peu creusée cette chambre. Mais ça vient aussi en partie d'un glissement de terrain qui a recouvert ce dolmen. Donc il était beaucoup plus exposé avant. On trouve cette information dans une étude de 1949, la seule d'ailleurs disponible, mais j'ai un doute que ce glissement de terrain ait vraiment chamboulé ce site comme on le verra par la suite. En tout cas, cet événement doit être assez ancien car de nos jours le dolmen est identique par rapport à cette photo prise en 1949. Donc on voit très bien quand même la cassure sur cette dalle de couverture. Ça avait l'air d'être un bloc unique, mais sûrement que ce bloc a été sectionné lors de fouilles assez anciennes, peut-être même lors de pillages. Comme pour la pierre aux fées, on n'a pas retrouvé grand-chose dans ce dolmen. Seulement quelques ossements humains partiellement carbonisés. Par contre, et malgré que le site soit classé monument historique depuis 1889, quelqu'un le fouilla illégalement il y a quelques années. Il y découvrit des fragments de poterie portant des motifs caractéristiques de la culture campaniforme. Ce dolmen peut être ainsi daté entre moins 2900 et moins 1900 avant Jésus-Christ. Un dolmen quand même plus petit que celui de la pierre aux fées, on dirait. Mais quand même, les blocs donc de soutien, les orthostates, sont à peu près aux mêmes dimensions. Et elles ont l'air aussi d'avoir été pas mal taillées. On est vraiment au bord des premières montagnes ici. Peut-être qu'il y avait également d'autres dolmens un peu plus haut sur ces collines. Mais comme je vous disais, il n'en reste plus que deux en Haute-Savoie. La pierre aux fées et la cave aux fées. On sait qu'il y en avait 4 dans la région. Ils semblent d'ailleurs alignés sur un axe nord-sud d'environ 12 km avec un écart de seulement 8 degrés par rapport au nord magnétique. En fait, comme le montre l'étude de 1949, les dolmens ne sont pas parfaitement alignés et un de ceux qui a disparu se situait à 300 ou 400 mètres de cette droite. Il est donc difficile de dire si cette organisation était vraiment voulue. Un dolmen assez typique, encore une fois. Alors, vu du ciel, on a l'impression de voir un peu la forme du tertre. Je m'en suis rendu compte sur Google Maps en cherchant la localisation du dolmen. On voit bien la forme ovale du tertre et celle d'un long couloir, environ 25 mètres, se dirigeant vers la route. Et c'est vrai que, bon, vu du sol, on s'en rend énormément moins compte. J'ai l'impression quand même de voir des traces ici. Vous voyez? On voit quand même la marque voilà, qu'on voit du ciel. Là, je la suis.
Donc sûrement que le tertre venait jusque là. C'est vrai qu'on le distingue quand même un petit peu encore ce tracé. Est-ce que c'est d'origine ou est-ce que c'est plus moderne, hein, pour mettre en valeur le monument? J'aurais tendance à penser, les amis, que eh bien, c'est d'origine, hein. C'est l'ancien tracé, hein, du tertre, avec tous ces petits cailloux qui empêchent un petit peu la végétation de pousser aussi bien que juste à côté. Et cette forme, voilà, ressort, malgré les environ 5000 ans qui nous séparent de la construction de ce monument. Je le voyais plus grand en photo, c'est vrai que c'est toujours étonnant, mais il est assez petit, hein. Bien sûr, il en manque une partie, hein, parce qu'il devait y avoir un long couloir aussi à l'entrée qui permettait d'accéder à la chambre principale. On a quand même une très belle dalle de couverture, hein. Elle est moins impressionnante que celle de la pierre au fée, mais elle fait tout de même 5 mètres de long pour 3 mètres de large. Son épaisseur est d'environ 40 cm et on estime son poids entre 15 et 22 tonnes. Il y a quand même une très très belle fracture, hein. Elle est en arkose, une roche semblable au grès, riche en quartz et comprenant au moins 25% de feldspath. Elle est plutôt résistante à l'érosion hydrique et elle fut donc très souvent utilisée dans la construction, notamment d'églises. On y verra mieux à l'intérieur de la chambre, mais cette fracture me semble tout à fait naturelle. Alors, a priori, pas de marque d'origine humaine dessus, mais on peut constater encore un très très beau bassin ici, hein. Selon moi, c'est possible que pour de nombreux dolmens, leur table affleurait légèrement du tertre. Elles auraient ainsi pu servir à y déposer des offrandes et réaliser des rites en l'honneur des ancêtres. Les bassins, par exemple, auraient pu être remplis avec de l'eau, du sang ou même des huiles. C'est vrai qu'on avait vu ça sur le dolmen précédent, mais généralement dans les dolmens de la région, en tout cas dans les deux qu'on a vus, hein, on peut se tenir à peu près debout dans la chambre sans aucun problème. Toujours aussi un petit peu différent de ce qu'on avait vu en Lozère, hein, avec ses orthostates plutôt droites, plutôt pointées vers le ciel, plutôt que des grandes dalles couchées. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une théorie là-dessus, je vous en avais peut-être déjà parlé, mais certains pensent que cette différence entre orthostate levé et orthostate couché, ça définissait aussi un petit peu le statut des gens qui étaient enterrés là-dedans. Quand elles étaient levées, c'était des gens peut-être plus importants, et quand elles étaient couchées, c'était plus le peuple, le commun, on va dire. À part le fait que ce monument soit relié aux fées, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent question légende. Ce serait la maison d'une fée, sans plus de précision. Contrairement à la pierre aux fées, sûrement que ces légendes ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Alors vu que j'ai pas trop de tête, j'ai oublié de mesurer l'orientation du monument, mais après vérification, il suit un axe nord-ouest-sud-est, comme pour la pierre aux fées. On dirait que la pierre d'entrée ici a été en partie d'ailleurs retaillée, hein. On voit un petit peu les marques. On le verra mieux à l'intérieur de la chambre, et d'ailleurs on va y pénétrer maintenant. À pénétrer à l'intérieur sans tomber, hein. Donc comme je vous disais, sûrement que c'était moins profond à l'origine. Parce que vous voyez, il n'y a même pas en fait des marches, hein. Je vais m'asseoir. On a quand même un bon dénivelé avant de pouvoir rentrer dedans, hein. On l'a peut-être aussi utilisé de cette manière, hein, comme une cave de stockage. Parce que j'imagine qu'on doit être assez au frais. Effectivement, on est plutôt au frais, hein. Et vous voyez, ça fait quand même une bonne marche. Donc sûrement, hein, que malgré qu'il y ait eu un glissement de terrain qui ait un petit peu enterré ce monument, sûrement aussi qu'on a creusé le sol après sa construction pour finalement donner plus de hauteur à ce monument, hein. Alors les orthostates, est censé en avoir 6. On va les compter, hein. 1, 2, 3, 4,
5. Et donc ça doit être la 6e, l'orthostate d'entrée, hein, qui finalement bah voilà, ne permet même pas le soutien de la dalle de couverture puisqu'elle ne repose pas dessus. Cette orthostate, hein, on dirait quasiment un bloc pas naturel du tout. On dirait que ça a été une rénovation, mais non, je pense qu'on a bien un bloc naturel. Et vous voyez, il y a eu quand même quelques restaurations, puisqu'ici on voit que ça a été bétonné dans le coin. C'est la plus grande orthostate de ce monument, avec ses 2 mètres de haut pour environ 2 mètres de large. Un sondage effectué en 1886 nous apprend également qu'elle sera enterrée sur 80 cm, portant sa hauteur totale à 2,80 m. On sait aussi que toutes les orthostates reposent sur des pierres plates, sûrement pour augmenter la résistance du monument. On a également utilisé plusieurs types de pierres, grès, serpentine et pour celle-ci de la protogine, dit granit du Mont Blanc. Très impressionnant en tout cas. L'autre est un peu plus petit, donc on n'est pas parfaitement sur un carré ici, hein. Ça doit un peu voilà, se rétrécir dans ce sens-là. Une chambre plutôt spacieuse, encore plus que celle de la pierre au fée, avec ses 3,20 m de longueur pour environ 2,30 m de largeur et comme on l'a vu, 2 m de hauteur maximale. Alors étonnamment, hein, les deux orthostates du fond ont l'air beaucoup moins travaillés. Mais je dirais qu'encore une fois, ici on avait, je pense, une dalle unique, hein. Je pense que c'est une cassure qui n'a pas été voulue. Je pense que les deux blocs qu'on a là, hein, c'était un bloc unique à la base qui a été cassé. Et on voit hein, que les petites pierres de soutien du tertre, finalement, poussent un petit peu cette orthostate au fur et à mesure, hein. Ça a l'air d'être de roches assez friables, hein. Peut-être plus sensible, moins solide que les deux grandes orthostates du côté. Peut-être aussi que c'est la même pierre, mais qui a un peu moins de qualité, hein. Un peu moins solide. Parce qu'ici, on a, je pense, voilà, le granit de la région. On voit les incrustations de quartz, de mica et de feldspath à l'intérieur. On a vraiment l'impression qu'elle a été entièrement tapée hein, pour la rendre bien lisse, hein, cette dalle. Comme pour la pierre au fée, il semble que les orthostates ont été taillés pour bien correspondre au monument. Ici, on voit que ça part directement angle droit. On remarque aussi hein, que eh bien, tous ces bords d'orthostates ont été retaillés pour être un peu bien plats, pour que finalement cette dalle repose quasiment parfaitement dessus. Mais encore une fois, hein, sûrement que la dalle ne reposait pas forcément immédiatement sur les orthostates, mais peut-être plus sur des petites pierres de soutien. Ces petites pierres sèches, hein, on en voit encore d'ailleurs, qui servaient eh bien, comme d'habitude à consolider tout ce bâtiment. Là, on voit très bien aussi hein, que cette orthostate a été très bien taillée, hein. On voit quand même que la dalle de couverture repose pas parfaitement, hein. Vous voyez le petit bloc qui est là, eh bien, je pense que c'est un bloc de calage hein, qui permettait voilà, une meilleure adhérence de la dalle sur ces orthostates, hein. On voit encore ici quelques pierres de calage. Ces petits écarts me rappellent encore une fois ce que l'on avait vu à la pierre au fée. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir ici des éléments de monuments plus anciens réutilisés dans la construction de ce dolmen. De l'intérieur, on voit bien la cassure de la couverture. Et ça me renforce dans l'idée que celle-ci est totalement d'origine naturelle. La dalle a dû simplement céder sous son propre poids. On est vraiment au frais ici, hein. C'est plutôt pas mal les amis. Ouais, des gravures, regardez. Gravures modernes ici, hein, je pense. On voit une sorte de R, je dirais. On voit une autre lettre ici. Quelqu'un, comme d'habitude, est venu graver son nom. Alors pareil, hein, une orthostate ici plus à l'entrée, hein, qui est pareil, on voit très bien qu'elle a été taillée, hein. Tout ce côté-là est vraiment angle droit. Donc c'est vrai que les dolmens, généralement, on voit pas mal de, comment dire,
Les blocs sont plutôt naturels hein, pour les orthostates. C'est assez rare finalement qu'ils ont été énormément retravaillés. Et sur les 2 dolmens de la région, eh bien, c'est quelque chose voilà, qu'on peut constater. C'est ce travail des orthostates pour finalement délimiter très bien les chambres et peut-être donner une sorte d'adhérence supplémentaire à la dalle de couverture, les amis. Cette pierre à l'entrée a l'air assez particulière finalement, la pierre qui forme la marche. Elle n'a pas l'air d'être forcément dans la même roche que les autres blocs. Ça va être une roche sédimentaire hein, où il y a les différents feuillets d'accumulation qu'ont formé cette roche. Regardez ici, on a encore, on dirait une cupule. Hein. C'est pas forcément d'origine, hein, c'est toujours difficile à dire. Surtout que c'est possible que ce bloc ait été déplacé pour permettre que eh bien, la colline ne s'effondre pas à l'intérieur de ce site. Alors pareil, hein, tous les petits galets au sol, je suis pas sûr qu'ils soient d'origine, mais c'est possible aussi, les amis. Hein. Peut-être que ça empêchait, comme à Karnak un petit peu, hein, peut-être qu'on est ici sur un sol acide, et que ça empêchait les corps de se décomposer trop rapidement et les squelettes de disparaître entièrement en 10 à 15 ans. Allez les amis, hein, je pense on a déjà fait le tour. On va ressortir, puis ça va être, pour moi, ça va être déjà l'heure de rentrer. Mes amis, comme je vous disais, je ne suis pas dans la région à la base pour venir filmer ces 2 dolmens. Hein. J'étais là un petit peu pour faire la fête, donc il ne faudrait pas qu'ils s'inquiètent. Même si je pense, les amis, qu'ils ne doivent pas trop être inquiets, hein, parce qu'ils savent où je suis. Mais bon, allez, on ressort. Sans se cogner la tête. En tout cas, un monument bien sympathique hein, que cette cave au fait. Et on comprend bien pourquoi il porte son nom parce que effectivement, je pense que ce monument a servi de cave, d'entreposage pour des denrées alimentaires ou même peut-être du vin à une époque assez récente finalement. Et voilà les amis, hein, c'était le dolmen de la Cave aux Fées en Haute-Savoie. Finalement un monument, je pense, assez typique de la région. En tout cas, les 2 dolmens que l'on a vus se ressemblent très fortement. Encore un monument à voir et à découvrir par vous-même les amis. Peut-être que vous verrez des choses que je n'ai pas vues, mais en tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira les amis. Moi, je vais aller me mettre un peu au frais dans la cave parce que c'est vraiment un dolmen qui porte bien son nom. À chaque fois, j'ai du mal à vous quitter. Hein. Je vous fais un petit peu mon baratin. Donc cette fois-ci, les amis, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée et surtout, restez curieux. Allez, on se revoit la prochaine fois. À bientôt les amis.